Nous allons regrouper les débats sur cette session plénière après la conférence donc de Monsieur Nominé, que je voudrais présenter en quelques mots. Il est ingénieur européen en génie des matériaux, docteur en physique des plasmas. Il a été chercheur au Royaume-Uni, puis en France, dans le domaine du traitement par plasma des matériaux. Puis il a orienté ses recherches vers la fabrication de nouveaux matériaux par procédé plasma, et notamment la fabrication de nanomatériaux et leur application dans des domaines allant de la santé à l'énergie. Il coordonne les travaux d'une équipe pluridisciplinaire dans ce domaine. Il est aussi directeur des relations internationales de l'École des mines de Nancy. Il va nous illustrer par quelques exemples différents points qui ont été évoqués par M. Gaillot dans sa conférence. Quels matériaux pour les transitions énergétiques et digitales? Monsieur Nominé. Bien, bonjour, merci pour cette introduction. Donc mon propos va en fait être en complément de l'introduction qui vous a été faite précédemment. Et donc je suis effectivement enseignant-chercheur, mais je pense qu'aujourd'hui je vais plutôt utiliser ma casquette d'enseignant et m'adresser particulièrement aux plus de 200 lycéens qui viennent, bien entendu également aux chercheurs, mais pour certains d'entre eux, ce que je vais dire est du grand classique, mais pour les lycéens, peut-être que c'est plus nouveau. C'est déjà expliqué que finalement, on est au cœur d'une transition énergétique. Donc on veut se passer des énergies fossiles pour aller vers des énergies renouvelables. Et bien en fait, ce qu'il y a derrière physiquement, si je traduis ça d'un point de vue du physicien, on va avoir différentes transformations d'énergie qui vont être nécessaires. Par exemple, on va vouloir transférer de l'énergie mécanique en énergie électrique. Je vais vous illustrer ça un petit peu plus tard. Mais en fait, pour faire ça, on a eu besoin finalement de travaux fondamentaux qui ont été faits il y a très longtemps. On parle cette fois-ci des équations de Maxwell, c'est même pas le XXe siècle, c'est le XIXe siècle. D'accord ? Et cette simple équation, peut-être un peu absconde pour les lycéens, mais très connue, vous l'apprendrez bien vite, elle nous explique finalement qu'il y a une manière de passer d'un champ électrique à un champ magnétique. En d'autres termes, ça a été utilisé ensuite par Tesla, qui n'est pas une marque de voiture à la base, mais était un chercheur serbe, qui a réussi à mettre en application cette découverte pour faire générer un mouvement à partir d'un courant électrique. Et pour ça, il a utilisé donc des aimants. En faisant passer un courant électrique dans des bobines, ces bobines génèrent un champ magnétique, et donc on arrive à faire tourner un aimant. C'est comme ça qu'est né le moteur électrique. D'accord ? Et donc ça, c'est un principe physique qui a été découvert, qui a été mis en équation par Maxwell au XIXe siècle et qui a été découvert ensuite par Tesla quelques années plus tard. Et c'est aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'on en a ardemment besoin. Ça sert dans les moteurs électriques. C'est grâce à ce principe-là qu'on est capable de faire avancer une voiture avec de l'électricité. C'est aussi, parce qu'il y a l'effet inverse qui existe, on est capable, à partir de mouvements, de générer du courant électrique. Ça, c'est la centrale hydraulique, par exemple. C'est la turbine qui sert dans un barrage, la turbine qui va servir dans une éolienne. Alors, la thématique du jour, c'est pas un cours de physique, c'est bien de la chimie des matériaux. Alors, à la lumière de ce que je viens d'expliquer, de quels matériaux on aura besoin ? Alors, je vous ai dit, il faut une bobine dans laquelle du courant va passer. Donc, il va nous falloir un matériau qui va être un très bon conducteur. Probablement que ça, vous le savez. Un des meilleurs conducteurs, ça va être le cuivre. Donc, les bobines vont être principalement en cuivre. Bien sûr, il y a d'autres applications. Dans certaines applications de niche, on va chercher, on va pouvoir avoir de l'aluminium parfois, ou voir des matériaux un peu plus rares, voire supraconducteurs. Mais c'est beaucoup plus rare. On va dire c'est principalement le cuivre. Donc, voilà pourquoi on va avoir une augmentation de la demande en cuivre. C'est une des raisons. Ensuite, on a parlé de champ magnétique. Certains constructeurs utilisent une double bobine, une bobine qui génère un champ magnétique et une autre bobine qui en génère un autre. Mais une grande partie des moteurs électriques, je vous ai dit, ça va faire tourner un aimant. Donc on a besoin d'un matériau magnétique. Les aimants que vous connaissez peut-être le mieux, c'est des aimants
à base fer. Donc c'est une possibilité, des aimants base fer, mais ils sont bien moins performants que des éléments, par exemple, aluminium, nickel, cobalt. Alors là, déjà, c'est des éléments un petit peu moins abondants. Ensuite, si on veut faire encore mieux, il y a le samarium cobalt. Samarium, c'est déjà plutôt dans le domaine des terres rares. Et puis enfin, la grande star, en fait, des aimants, c'est le néodyme fer-bore plus terres rares. Et donc là, effectivement, on en revient à la matrice de criticité, à l'utilisation, en tout cas, massive que l'on va avoir de ces matériaux, comme ça vient d'être présenté. Alors, il y a un autre transfert d'énergie qui peut nous intéresser. Là, j'ai parlé de transférer de l'énergie mécanique, par exemple du vent, ou alors si on veut passer de l'énergie électrique à l'énergie mécanique, mais on peut aussi vouloir faire l'inverse. On veut aussi vouloir s'intéresser à un autre phénomène, c'est cette fois-ci passer de l'énergie lumineuse à l'énergie électrique. Alors là, j'ai oublié de mettre la petite photo, mais en réalité, celui qui a découvert cette équation, c'est Einstein. Et c'est ça qui lui a valu le prix Nobel. C'est pas la relativité générale, c'est l'effet photoélectrique. Et en fait, ce qu'a démontré Einstein, alors c'était la continuité d'un certain nombre de travaux en fin du 19e siècle et qui ont été couronnés par les travaux d'Einstein qui ont été publiés en 1905, c'est l'effet photoélectrique. C'est-à-dire que cette fois-ci, un photon peut transférer son énergie à un électron. Et en fait, il y a une passerelle, disons, entre les deux. Et par exemple, une application de ceci, elle a été découverte par la suite de manière concomitante aux États-Unis et en Union soviétique, ça a été ce qu'on appelle la jonction PN. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Quand on a finalement un matériau dit semi-conducteur, c'est comme si on avait une barrière à passer. Vous avez des électrons qui se trouvent à un certain niveau, et puis ils servent, entre guillemets, à rien pour conduire l'électricité. Si vous avez un photon qui arrive, il peut projeter cet électron au niveau de dessus, c'est-à-dire la bande de conduction, et là, cet électron redevient utile et peut conduire l'électricité. Et ça a été effectivement, ce qui a été démontré, c'est qu'on pouvait faire sauter cet électron grâce à de la lumière. Et ça, c'était absolument une découverte absolument majeure. Et ces applications, c'est les applications, encore une fois, d'aujourd'hui. La science fondamentale a été découverte, encore une fois, en fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on a besoin de ces panneaux photovoltaïques, de cet éclairage basse énergie ou de nouveaux capteurs. Là, je vous montre un capteur de type un appareil photo, mais en réalité, ça marche pour beaucoup d'autres capteurs. Alors, quels matériaux pour faire ces semi-conducteurs ? Si je m'intéresse par exemple au photovoltaïque, ce qui va être important, c'est le band gap. Le band gap ou la bande interdite, c'est la hauteur entre ces deux niveaux, ce dont je vous ai parlé. Il faut faire sauter l'électron d'une bande, d'un niveau vers l'autre niveau dans la bande de conduction. Et selon les matériaux, cette hauteur à sauter est d'une taille différente. Et c'est absolument crucial, parce que c'est ce qui va conditionner l'efficacité, par exemple, d'un panneau photovoltaïque. Le band gap, on le mesure souvent, en tout cas nous en physique, on aime bien le mesurer en électron-volts. Et si vous voulez, le band gap, par exemple, du silicium se trouve aux alentours de 1,2 électron-volts. Mais le Soleil, ça vous devez le savoir, les lycéens, il émet une lumière, alors vous allez plutôt en parler en longueur d'onde, aux alentours de 400 à 800 nanomètres. Si je le traduis en électron-volts, on est, on va dire, de 4 à 1,5 électron-volts, d'accord ? Les rayonnements les plus énergétiques vont être les ultraviolets, le bleu. Alors, l'ultraviolet, c'est 4 et plus, puisqu'on n'est plus dans le domaine du visible. Et puis, vous avez aussi du rayonnement infrarouge, et tout ça, l'ultraviolet et l'infrarouge, c'est ce que vous ne voyez pas. C'est ce qui est au-dessus de 4 électronvolts, d'un côté, l'ultraviolet, et en dessous d'1,5 électronvolts, ça sera le rayonnement infrarouge. C'est plutôt en dessous de l'électronvolt, pardon. Alors, ces photons-là, vous comprenez, moi je vous ai dit, il y a une barre, si je parle du silicium, c'est comme au saut à la perche. Il y a une barre à passer, elle est à 1,1 électronvolt. Et vous, le Soleil, il va vous envoyer un certain nombre de photons qui vont être en dessous de ça, des photons infrarouges.
Donc eux, finalement, ils vont essayer, puis ils vont rater. Comme au sol à la perche, ils vont sauter, ça ne marche pas. Désolé. Donc ces photons-là sont, entre guillemets, inutiles. Donc ils sont perdus. De l'autre côté du spectre, vous avez le rayonnement ultraviolet. Alors lui, c'est les champions du monde, ils sont extrêmement énergétiques. Il y a une barre à sauter qui fait 1 électron-volt, ils arrivent avec 4, 5, 6 électron-volts. Donc ils sautent alors avec largement la bande de conduction. Mais en fait, ils en ont fait trop. Donc on va réutiliser seulement l'énergie du band-gap. Donc ils ont amené peut-être 6 électron-volts, on n'en récupérera que 1,2. Donc une partie de cette énergie est perdue. Et c'est pourquoi ça explique que le rendement d'un panneau solaire, il ne peut pas être de 100%. Puisque le band-gap, cette hauteur à sauter, est, on va dire, une valeur fixe par matériau, et le spectre du Soleil est un continuum. Donc forcément, ça ne peut pas être 100%. Et en fait, l'optimum se trouve aux alentours alors l'optimum parfait est à 1,34 électron-volts, et on voit bien que les semi-conducteurs utilisés, que ce soit le silicium, l'arsenure de gallium, se trouvent dans cette bande, de ce niveau-là. Et donc ça explique pourquoi on utilise finalement ces matériaux-là, principalement silicium, arsenure de gallium, cadmium, tellure, ou aussi ce qu'on appelle les SiGs, donc cuivre, indium, gallium, sélénium. Alors ensuite, peut-être aussi ce qui est important de mentionner, c'est qu'une fois qu'on a finalement sorti cet électron, il faut bien le collecter quelque part pour qu'on évacue ce courant et qu'on s'en serve. Donc il nous faut des électrodes. Donc là, on va solliciter peut-être des matériaux tels que l'aluminium, le molybdène, et puis un matériau très important dans certaines cellules solaires, ça va être l'oxyde d'étain dopé à l'indium, parce que ce matériau-là a la spécificité, et je vous laisse réfléchir si vous en connaissez d'autres, il a la spécificité d'être transparent et conducteur. Donc dans les matériaux courants, il n'y en a pas beaucoup qui aient cette double propriété d'être à la fois transparent et conducteur électrique. Donc on en a énormément besoin. Alors là, effectivement, vous voyez peut-être mieux que moi, mais tout ça a généré une course, effectivement. Il y a des progrès extrêmement rapides dans le domaine du solaire. Ici, c'est les champions du monde, donc c'est l'évolution des records d'efficacité des cellules solaires. Donc si on regarde, on était aux alentours de... on avait réussi à atteindre la dizaine de pourcents sur des technologies silicium dans les années 75. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 27%, puis on a eu effectivement des émergents. Alors, on a un record absolu à 47%, mais en fait, là, ce qu'on fait, c'était du solaire à plusieurs jonctions, c'est-à-dire, en fait, on va faire des empilements de semi-conducteurs. Certains vont réussir à, on va dire, capter l'énergie des rayonnements plus énergétiques en laissant passer les moins énergétiques, qui vont être collectés par un deuxième, par un troisième, puis parfois, je crois que c'est jusqu'à 4 qui a été fait, 4 jonctions. Voilà. Mais là, si on imaginait une infinité d'empilements de jonctions, le rendement théorique ne dépasserait quand même pas les 68%. On en est à 47% aujourd'hui. Mais ça, 47%, attention, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui va arriver rapidement dans l'industrie, parce que c'est pas du tout... c'est très très cher. Donc c'est utilisé dans le solaire, là où par exemple on ne va pas vouloir... où ça va être extrêmement important de faire durer le satellite très longtemps, parce que ça coûte très cher de l'envoyer. Ce n'est pas vraiment ce qui va arriver sur les toits de nos maisons. Donc on a vraiment un lien entre les matériaux qu'on utilise et la performance de nos cellules solaires. Ensuite, on a parlé de l'éclairage. Alors là, cette fois-ci, comme tout à l'heure, j'ai parlé à la fois du moteur électrique et puis, dans un autre sens, des barrages pour générer de l'énergie. Donc là, j'ai parlé des panneaux solaires pour générer de l'énergie. Cette fois-ci, comment on peut utiliser l'énergie pour refaire de la lumière ? Eh bien, l'effet inverse existe aussi, et c'est ce qui a été découvert dans la diode électroluminescente, que vous avez dû voir aussi, je pense, au collège, qu'on voit après. Mais en fait, c'est aussi basé sur un semi-conducteur. Et on va avoir besoin, de cette fois-ci, beaucoup de gallium, donc les arsenures de gallium, aluminium, les phosphorures de gallium, nitrure de gallium. Et puis, on va aussi avoir des terres rares pour les luminophores. D'accord ? Donc, cet éclairage de basse
énergie et également intensif en matériaux pour les raisons que j'ai expliquées. Alors une troisième transition, une troisième transformation, cette fois-ci l'énergie chimique en énergie électrique. Et là, finalement, on revient à la batterie. Qu'est-ce qu'on fait finalement dans une batterie? On stocke des porteurs de charge. Alors ça peut être par exemple du lithium, des ions lithium. On les stocke finalement sur une électrode. Ces ions vont comme dans un millefeuille se mettre entre des feuillets de matériaux. Donc en noir ici vous avez par exemple le graphite, et selon la charge ou la décharge, on va réussir à transférer ces charges-là vers un second matériau d'intercalation où elles vont rester jusqu'à la décharge. Ensuite, on recharge, on fait repasser ces ions de l'autre côté, et puis on utilise la batterie, et les ions repartent, et en repartant, ils génèrent un courant d'électrons, et c'est ça qu'on utilise pour nos téléphones, nos voitures, tout ce que vous voulez. Donc on est bien capable de transformer cette énergie chimique, c'est un potentiel d'oxydoréduction, pour avoir de l'énergie électrique, un courant. Alors là, ce qui est crucial sur ce type de batterie, alors il y a beaucoup de types de batteries, donc faut pas... En tout cas, les batteries utilisées pour la voiture électrique, ce qui va être important, c'est l'intercalation. C'est-à-dire combien est-ce qu'on va réussir à mettre de charge dans une unité de volume ou une unité de masse. Donc, on va avoir du graphite qui est très utilisé en ce moment pour une des électrodes. Et puis, pour l'autre électrode, effectivement, on va utiliser beaucoup lithium fer phosphore, nickel, manganèse, cobalt ou nickel, cobalt, aluminium. C'est vraiment les trois principales batteries qui sont utilisées actuellement dans le monde de l'automobile. D'accord ? Donc retenez bien ces métaux, lithium surtout, le cobalt, le manganèse, le fer, le phosphore. Mais beaucoup de cobalt, vous en avez là, je pense, vraiment entendu parler ces derniers mois. Au niveau de la recherche, beaucoup d'équipes travaillent par exemple à substituer le lithium par le sodium, voilà, parce que le sodium est beaucoup plus abondant que le lithium, et puis aussi à travailler sur d'autres matériaux d'électrode. Alors, par exemple, pour substituer le graphite, on parle d'utiliser du silicium qui pourrait décupler la capacité de stockage. Effectivement, on n'a pas réussi à atteindre le rendement théorique, on en est encore qu'à peut-être une trentaine, quarantaine de pourcents, mais aussi il y aura une question de conflit d'usage, puisqu'on a bien vu dans la présentation précédente et dans le début de la mienne que le silicium est aussi utilisé pour les panneaux solaires, et on va le voir aussi pour la transition digitale. Alors pour la transformation entre l'énergie chimique et entre l'énergie chimique en énergie électrique, il y a aussi quand même la thématique de l'hydrogène qui est importante. L'hydrogène, en fait, il peut être produit de plusieurs manières. Alors on lui donne des couleurs. Je vous rassure, la molécule ne change pas de couleur. Ça est gris, bleu ou vert, ça ne se voit pas. C'est simplement la production, c'est-à-dire d'où ce matériau, d'où cette molécule provient, en fait, parce qu'il peut provenir du charbon, du gaz ou alors vraiment de l'eau par électrolyse. Donc en fait, si je prends l'hydrogène dit vert, c'est-à-dire qu'il va venir de l'eau, ce qu'on va vouloir faire, c'est casser la molécule d'eau, c'est-à-dire transformer de l'eau en hydrogène plus oxygène. Or ça, je pense que vous l'avez tous compris, c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Je veux dire, personne n'a mis de l'eau dans sa casserole et tout à coup a fait de l'hydrogène et de l'oxygène. Ce serait fantastique, je ne sais pas, mais ça résoudrait un problème, ça en créerait probablement d'autres. Mais donc, du coup, on a besoin de faciliter cette réaction. Et là, je m'adresse aux lycéens. Il y a quelque chose que j'ai mis énormément de temps à comprendre quand j'étais au lycée. Je ne comprenais jamais pourquoi, en chimie, j'avais des points en moins sur ma copie parce qu'il me faisait toujours mettre une flèche dans les deux sens. Moi, je comprends toujours que CH4, on le mettait avec de l'oxygène, ça faisait CO2 plus O2. Eh bien non, effectivement, j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre. Toute réaction est réversible, mais elle va demander de l'énergie. Et donc, effectivement, la réaction de formation de l'hydrogène, de l'eau, avec de l'hydrogène et de l'oxygène, elle se fait quasiment instantanément si vous le faites dans votre TP de chimie, mais
elle est réversible, mais ce n'est pas facile. Et donc là, effectivement, il va falloir faire intervenir un courant électrique, il va falloir faire intervenir aussi des catalyseurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un catalyseur ? Le catalyseur vous dit, si vous voulez aller en Italie depuis Chamonix, vous pouvez aller tout droit par le Mont Blanc, ça va vous coûter beaucoup d'énergie et puis on n'y va pas facilement. Ou alors, vous pouvez essayer de passer par des cols un peu moins hauts et qui vous rendent la vie plus facile. C'est ça, en gros, un catalyseur. Ça va pas changer l'état initial et l'état final, ça va rendre juste le chemin un peu plus facile à effectuer. Donc c'est ce qui va être utile pour finalement transformer l'eau en hydrogène, ou tout ce qu'on peut vouloir le transformer en hydrogène. Et ensuite, une des idées de la fabrication de l'hydrogène, ça va être aussi de réutiliser le CO2 qui est émis par nos industries, le mélanger avec de l'hydrogène pour reformer du CH4 qu'on peut, donc du CH4, du méthane, du gaz si vous préférez, alors il ne sera plus naturel, mais pour réutiliser dans l'industrie, donc effectivement essayer de faire une industrie plus ou moins circulaire pour abaisser les émissions. Voilà, donc ça, c'est nécessaire. Voilà, ça, c'est une manière de récupérer de l'énergie par un vecteur chimique qui serait l'hydrogène. Quels matériaux pour ça ? Eh bien, Monsieur Caillot les a donnés, principalement des platinoïdes, donc le platine et les matériaux qui sont extraits en général avec, l'iridium, ruthénium, rhodium, palladium et dans une moindre mesure l'osmium. On a vu précédemment qu'ils sont critiques, et c'est pourquoi ils sont chers également. Le platine, ça vous savez que c'est onéreux. Mais on essaye aussi de développer des alternatives, par exemple avec du manganèse. Il y a des vrais sujets de recherche sur la catalyse sans platinoïdes. Et il y a également, par exemple, en ce moment, une thématique qui commence à émerger depuis 2-3 ans, c'est de l'utilisation des matériaux de haute entropie pour ce sujet. Donc, encore une fois, des nouveaux matériaux dont on va avoir besoin. Alors, la transition digitale, cette fois-ci, on va vouloir passer alors ça c'est déjà fait, par contre on est déjà quand même passé beaucoup du papier au cloud, mais de la même manière que je vous ai démontré que l'énergie peut être renouvelable, pour la stocker, pour la transformer, on a besoin de matériaux, je pense qu'il faut aussi rappeler qu'on peut mettre ces données dans le cloud, dans les nuages. Il n'en reste pas moins qui sont stockés sur des systèmes physiques, et que ces systèmes physiques ont besoin de matériaux. Alors, ça me demanderait de parler encore fort longtemps, et je n'ai pas, je crois, encore... Je suis déjà presque au bout. Mais ici, c'est un aperçu rapide des matériaux qu'il y a dans votre smartphone, et donc ça a été parfaitement démontré dans la précédente intervention. Effectivement, les capteurs utilisent souvent l'effet photoélectrique quand c'est des capteurs, on va dire, de lumière, c'est votre appareil photo, le capteur de votre téléphone. Il y a des semi-conducteurs pour la microélectronique, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'on passe effectivement de l'âge du pétrole à l'âge des métaux. Et ce que je veux dire, alors il y aurait effectivement d'autres éléments, mais les métaux vont quand même vraiment être au cœur de tout ça. Et il faut rappeler que les métaux ne sont pas une ressource renouvelable. Ils le sont. La constante de temps de formation du pétrole, c'est du million d'années. Si on veut faire plus de métaux, il nous refaut un Big Bang. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable. Donc, la constante de temps, il faut partir du principe que les métaux ne sont pas une énergie renouvelable, sauf si on les recycle, bien entendu. Donc ça, c'était un article important qui a été publié par Olivier Vidal, qui est géologue. Et pour vous donner quelques chiffres, selon les scénarios, donc scénarii classiques ou scénarii ambitieux d'utilisation des métaux, on va avoir besoin de 45 millions à 75 millions de tonnes de matériaux, avec une augmentation par 21 du lithium et par 4 du dysprosium ou du cobalt. Et tous les métaux sont concernés, pas seulement ces trois-là. Et ce qui est important de rappeler, c'est que ce n'est pas neutre d'extraire un métal. D'accord ? Extraire 1 kg de fer, c'est à peu près générer 2 kg de CO2. Extraire 1 kg d'or, c'est à peu près 10 tonnes de CO2, c'est même un peu plus. Parce qu'en fait, le métal est rare. Donc, si vous voulez, il faut garder en tête que sortir
le volume de roches à extraire pour de l'or, c'est à peu près une piscine olympique de roches pour extraire une bouteille d'eau. Et la taille de la bouteille, ça peut être 0,5 ou 2 litres selon la pureté du minerai. Mais il faut sortir une piscine olympique de roches. Donc ça, c'est très énergivore. Pour le faire, c'est moins, mais ça reste quand même 2 kg de CO2 par an. Il y a les risques environnementaux, voilà ce que c'est qu'une mine. Il y a les risques sociaux, là, il y a les risques géopolitiques, on ne s'approvisionne pas chez nous. Donc, comme cette slide a été montrée, elle est très populaire, je ne vais pas m'attarder dessus. Et puis, enfin, un problème, par contre, qui n'a pas été abordé, c'est le fait que beaucoup de matériaux ne sont pas extraits pour eux-mêmes. Ils sont extraits comme une impureté d'un autre matériau. C'est le cas, par exemple, du gallium. Le gallium, dont on a beaucoup entendu parler avant, c'est un sous-produit de l'aluminium. Donc, il est extrait que parce qu'on extrait de l'aluminium. Donc, si l'offre en aluminium baisse parce que la conjoncture baisse, mais que la conjoncture du gallium est à l'augmentation, vous avez une baisse de l'offre avec une augmentation de la demande et le prix explose. Deuxième point important à noter, c'est qu'il nous faut recycler. Parce que je vous ai montré le CO2 émis par kilo de matériaux extraits, c'est énorme. Il faut le réduire. Une manière de le réduire, c'est le recyclage. Le recyclage, on peut diviser par 5 à peu près cette note en CO2. Mais alors, on n'aura plus les sous-produits. Or, 61% des métaux et des métalloïdes sont en fait à un niveau de compagnonnalité au-dessus de 50%. Donc, sont principalement extraits parce que d'autres métaux sont extraits. Donc il y a un point de vigilance réellement à avoir, d'autant plus que ces fameux matériaux sont parmi les moins recyclés eux-mêmes, alors qu'il faudrait vraiment s'y mettre de manière urgente. Donc il faut voir la transition énergétique non pas comme un sprint, on n'aura pas de solution miracle, c'est plutôt un décathlon, je pense que c'est même plutôt les 12 travaux de la transition énergétique, en prenant en compte à la fois les aspects environnementaux, sociaux, géopolitiques, de gouvernance, les aspects industriels. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Et alors, je vais conclure rapidement en disant qu'effectivement, j'espère que vous êtes convaincus avec ces deux présentations que point de transition énergétique sans métaux, qu'il faut comprendre qu'extraire un métal, ce n'est pas quelque chose de neutre, donc il faut que le consommateur soit responsable en ne consommant pas n'importe comment, mais aussi en étant sensible au fait qu'il n'y a pas que le prix et la performance qui comptent, il y a d'autres aspects, mais également les acteurs du domaine minier. C'est un sujet complexe, et alors qui nécessite effectivement une approche multiparamètres. Donc nous, on développe des algorithmes d'intelligence artificielle sur ces sujets-là, mais dont les paramètres, parce que tout modèle est paramétré, les paramètres, c'est vous qui les donnez, c'est vos choix. Nous, on n'est pas là pour dire, mon rôle de scientifique n'est pas de vous dire, voilà la solution miracle, il n'y a plus qu'à faire ça. Le rôle d'un scientifique, c'est de vous dire, parce que nous avons la chance de vivre en démocratie, de dire quels sont vos choix à vous, qu'est-ce que vous préférez, le prix, l'environnement, l'indépendance stratégique, et si c'est ça vos choix, nous, on peut essayer de vous orienter vers une solution. C'est ça, en tout cas, le rôle que nous, on se donne. Et enfin, finalement, la formation. La formation à toutes les échelles, c'est vraiment important de repenser la manière dont on cherche les matériaux. Il faut arrêter de chercher en faisant simplement des petits gains de prix ou des petits gains de performance si c'est au prix d'autres paramètres. Donc ça, c'est les chercheurs où nous devons, en fait, nous, changer nos pratiques, mais également, nous, enseigner à vous, les étudiants, d'une manière différente les matériaux au-delà du paradigme prix-performance. Donc nous effectuons ça dans le cadre d'un projet européen et puis surtout, je tiens à remercier mon équipe interdisciplinaire et toujours très, très créative. Voilà, on ne fait rien seul. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention.